90% des gens font ces 3 erreurs qui empêchent de perdre du ventre. Si tu veux rester dans l'ignorance, bouge-toi les oreilles. Je compte te dévoiler des informations rares que seuls 1% des gens seront aptes à entendre pour réussir à perdre du ventre. Mais juste avant d'avoir ton attention, je préfère être franc et te prévenir. Si tu m'écoutes dans cette vidéo et que tu finis par appliquer les conseils que je vais te livrer, tu devras alors faire face à un problème. Tu pourras dire bye bye à toute ta garde-robe et tu devras la rechanger. Alors je te pose la question encore en toute franchise, droit dans les yeux. Es-tu prêt à vivre ça? Ok, je t'aurais prévenu. Let's go my boy ou let's go my girl. Ça dépend de ton sexe. Alors, voilà ton cas de figure. Tu fais déjà attention à ce que tu manges ou en tout cas tu essayes et tu as même déjà fait des efforts en faisant quelques séances de musculation par-ci mais par-là. Mais tu n'as jamais eu de résultats probants. Et peut-être même que tu comptes déjà tes calories, que tu es en déficit calorique, mais il n'y a aucun résultat, il n'y a rien qui bouge, rien de flagrant en tout cas, et tu commences là à te décourager. Tu commences à te sentir impuissant ou impuissante, te sentir incapable, voire pire, tu commences à croire que tu es quelqu'un de nul. Je sais exactement ce que tu ressens. Figure-toi que moi aussi, je suis passé par là. Et comme tu peux le constater, j'ai pas été gâté par la génétique. Mes insertions ne sont pas optimales pour réussir à avoir un physique athlétique. Je pense que ça se voit sur la photo. Mais dis-toi bien que tout ça, c'est faux. Parce qu'il te manque encore des informations que tu n'as pas encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que tu es là, parce que je suis là pour t'aider. Mais pour que cette aide soit efficace, je te demanderai juste qu'une seule chose en contrepartie dans cette vidéo, c'est ton attention. Alors comme je te le disais, comme toi probablement, moi aussi j'ai fait attention à ce que je mangeais. Je faisais quelques séances de musculation, mais je n'avais pas de résultats désirés et ça m'avait commencé à me faire décourager. Donc je sais exactement ce que tu ressens en ce moment. J'avais compté aussi mes calories pour être en déficit calorique. Je faisais des séances de musculation. J'ai essayé plusieurs formats, une demi-heure, 1 heure et demie et il n'y avait rien qui fonctionnait vraiment. En tout cas, je n'avais pas de résultats probants. Je n'arrivais pas à perdre le gras du ventre et je me suis dit, mais soit j'y m'y prends mal, soit c'est ma génétique qui est vraiment mauvaise. Tu as vu à quel point en fait j'ai commencé justement à me culpabiliser là-dessus. Et à force de chercher et de me former en coaching sportif et en nutrition, j'ai commencé par comprendre qu'en fait, c'était pas une question de génétique, mais que je faisais en fait des erreurs sans le savoir. Je me rendais pas compte. Je vais donc te faire gagner du temps dans cette vidéo et te dévoiler les erreurs que j'ai pu commettre pendant de longues années. La première erreur, je l'ai faite pendant de longues années et cette erreur, il y a 90% de chances que toi aussi tu es encore en train de la faire actuellement. Voici donc du coup la première erreur fatale. Erreur numéro 1. Penser que toutes les calories se valent. On est d'accord pour dire que pour perdre du ventre, on doit dépenser plus d'énergie qu'on en consomme. C'est une règle universelle et je suis à 1000% d'accord avec ça. Encore heureux. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, il existe des applications qui permettent de calculer ton nombre de calories que tu devrais consommer en fonction de tes objectifs, en fonction de si tu veux perdre du poids ou si tu veux prendre de la masse musculaire. Pour la perte de poids, tant que tu ne dépasses pas ton quota de calories, tu devrais alors perdre du poids et avoir des résultats, n'est-ce pas? Seulement le problème, c'est qu'aucune application ne fait la différence entre 100 calories de protéines, par exemple de la protéine en poudre, et 100 calories de sucre. Après tout, tu me diras, 100 calories, c'est 100 calories. Eh bien ça, c'est en fait la première grosse erreur que j'ai faite pendant de longues années et je vais t'expliquer physiologiquement pourquoi, scientifiquement. Avant la digestion, cette histoire de calories équivalentes, peu importe la nature de l'aliment, que ça peut être des protéines, des glucides ou des lipides, ça reste encore vrai. Mais c'est après la digestion que tout va changer. Ce que j'avais oublié de prendre en compte, c'est la consommation d'énergie engendrée par la digestion. Et c'est ce qu'on appelle la thermogénèse alimentaire. Si je vais être plus exact dans mes termes, la thermogénèse alimentaire, c'est la consommation d'énergie engendrée par la digestion, mais aussi le stockage et le transport de la nourriture assimilée, qui sont donc deux autres facteurs qui se rajoutent, qui font encore dépenser plus de calories. Cette thermogénèse alimentaire, elle fait partie de ton métabolisme de base. Et ça, jusqu'à preuve du contraire, ça n'a jamais été pris en compte ou au sérieux dans les calculs caloriques. Tu me confirmeras ça dans la barre des commentaires, ça m'intéresse énormément de savoir ce que tu en penses. Mais là, tends bien tes oreilles car ce que je vais te dire est incroyable et prouvé par la science. Une étude NCBI a prouvé que la thermogénèse des protéines est au moins 3 fois supérieure que la thermogénèse des glucides. Où je veux en venir en te disant ça? Tu te rappelles de mon exemple avec les 100 calories de protéines en poudre et les 100 calories de sucre? On faisait pas trop la différence. Eh bien, concrètement, ça veut dire que là, après leur digestion,
30% des calories venant des protéines vont être brûlées, contre 10% des calories en provenance des glucides seulement. Avec des termes plus simples, ça veut dire que tu dépenses 3 fois plus de calories pour digérer les protéines. Ça a un impact sur la dépense calorique totale. Et ça, en fin de journée, ça peut fausser tes calculs et donc dérégler tes résultats. Donc même si tu es en déficit calorique et que tu consommes 1500 calories de gâteaux, de snacks, du fast-food, tu n'auras pas du tout la même valeur ni les mêmes résultats que de consommer 1500 kilocalories de bonnes protéines, de bonnes graisses et de bons sucres. Ne t'attends surtout pas à avoir le même résultat, sauf si bien sûr tu fais partie de ces chanceux qui, quoi qu'il advienne, ne prennent pas 1 kilo. Et encore, ces gens-là, je trouve que jusqu'à un certain âge, ils ont de la chance. Mais après 40 ans, généralement, ils commencent à stocker un peu plus de graisse. Dis-moi d'ailleurs, toi, dans la barre des commentaires, si tu connais des gens qui, dans ton entourage, ne prennent pas un pec de gras, mais qu'à partir de la quarantaine, aïe, la chance commence à basculer. S'il y a une chose à retenir dans l'erreur numéro 1, c'est de consommer à chacun de tes repas une source de protéines avec l'équivalent de 20 grammes minimum de protéines. Et que même si tu veux perdre du gras, eh bien, consommer aux alentours de 1,3 1,5 g de protéines par kilo poids de corps, c'est pas déconnant, c'est même conseillé. À titre d'exemple, un œuf de calibre moyen, c'est 7 g de protéines. Un steak, c'est 20 g. Un poisson entier, c'est aussi 20 g de protéines. Et je vais pas te mentir en te disant que lorsque j'envoie des questionnaires à mes coachés qui désirent perdre du ventre, je m'aperçois que beaucoup d'entre eux, plus de 50%, mangent pas suffisamment de protéines. Pour que ça te parle, je te montre des exemples concrets de plusieurs de mes coachés. Tu vois bien qu'ils ont tous plus ou moins réussi à perdre du gras et je leur ai conseillé de consommer entre 1,3 à 1,7 g de protéines par kilo poids de corps. Tu vois, même si l'objectif, ce n'est pas directement de prendre de la masse musculaire, le fait de consommer suffisamment de protéines, ça va te permettre d'augmenter ton métabolisme de base et donc d'avoir également suffisamment de testostérone pour pouvoir brûler du gras. Et ça, c'est valable autant pour les hommes que pour les femmes. Prenons un exemple, si tu pèses 75 kg admettons, je te recommanderais de consommer 110 g de protéines par jour. Et je te rassure, c'est possible d'y arriver sans prendre de compléments alimentaires. J'en connais qui y arrivent, mais seulement ceux pour qui ça ne pose pas de problème de consommer 3, 4 steaks ou 2 bonnes entrecôtes parce que du coup, ils ont beaucoup d'appétit. Et même si ce n'est pas une question d'appétit, au bout d'un moment, ça va te revenir assez cher tout ça. Et personnellement, j'ai déjà testé la différence entre consommer que des aliments solides et prendre des compléments alimentaires et j'ai épargné beaucoup plus d'argent finalement, ça peut paraître paradoxal, en prenant des compléments alimentaires qu'en devant manger 3 ou 4 steaks par jour. J'ai économisé vraiment de l'argent. À titre personnel, je consomme de la protéine en poudre pour économiser, mais parce que aussi c'est pratique. Du coup, j'ai pas forcément envie de consommer toujours 3 à 4 steaks par jour pour atteindre mon quota de protéines. Moi, personnellement, je consomme de la protéine végétale, sans gluten, sans lactose, pour une meilleure digestion, qui s'appelle la bêta-protéine. Et parfois, j'alterne aussi avec de la whey native isolate, la whey isolate étant l'une des whey les plus qualitatives du marché, avec un meilleur rapport qualité-prix. Et si tu n'es pas contre l'idée de faire quelques petites économies, tu peux utiliser mon code promo LEVENT pour avoir 10% de réduction. L'erreur numéro 2, ne pas prendre en compte le fonctionnement des récepteurs bêta-2. La base pour réussir à perdre du ventre, c'est d'être en déficit calorique. Mais si c'était aussi simple que ça, le surpoids aurait été réglé depuis bien longtemps en France, mais les chiffres nous prouvent le contraire. Chaque année, le surpoids augmente et près d'un Français sur 2 est en surpoids. Il faut donc admettre qu'une information nous a échappé et je vais te la dévoiler. Je me suis tapé des années et des heures de recherche à ce sujet. Et voilà le condensé de mes découvertes. Sur chacune des membranes de tes cellules graisseuses s'y cachent en réalité des récepteurs qui vont soit empêcher de perdre du gras, soit permettre de libérer du gras. Et je suis certain que tu t'es déjà posé la question, mais comment ça se fait qu'il y a des zones dans mon corps où le gras se déstocke facilement, comme par exemple les joues. Tu sais, quand tu commences à faire un peu de musculation, eh bien les joues, ça commence à fondre. Tu commences à avoir un visage plus carré. En revanche, les zones récalcitrantes, comme par exemple le bas du ventre, le bas du dos, la culotte de cheval, ça part très difficilement, voire même quasiment jamais. Tu t'es jamais posé cette question, mais pourquoi, comment ça se fait qu'il y a des zones qui sont plus ou moins dures à déloger? Eh bien, la science a démontré que dans les zones récalcitrantes où la graisse est difficile à perdre, à déloger, il y avait plus de mauvais récepteurs sur ces membranes, sur ces cellules graisseuses, que de bons récepteurs. C'est ça en fait qui cause la difficulté à déloger du gras. Les mauvais récepteurs sont trop présents par rapport aux bons récepteurs. Mais heureusement, j'ai découvert qu'il y avait des techniques pour activer les bons récepteurs et bloquer
les mauvais récepteurs. En termes physiologiques, les bons récepteurs, plus exactement, sont appelés les bêta-2 et les mauvais, les alpha-2. Parmi les meilleures techniques que j'ai pu trouver pour activer les bêta-2, il y a en liste numéro 1 la pratique du sport. C'est gratuit et ça demande pas beaucoup de temps. Le HIIT, le High Intensity Interval Training. Les exercices à haute intensité permettent justement de libérer les alpha-2. Et effectivement, les exercices courts et intenses d'une durée de 20 minutes suffisent pour pouvoir activer les bêta-2 et libérer le gras. En numéro 2, la consommation modérée de café et de thé vert juste avant l'exercice est un excellent moyen également d'activer les bêta-2. Maintenant, comment faire pour bloquer les alpha-2, les mauvais récepteurs? Eh bien, il faut avoir un taux d'insuline bas, donc pendant ton repas, veille à consommer pour la moitié de l'assiette des légumes et commence ton repas par des fruits en apportant des fibres. Et c'est comme ça que la charge glycémique de ton bol alimentaire sera bas pour que tu sécrètes moins d'insuline. Une autre technique trop sous-cotée pour avoir un taux d'insuline bas au cours de ta journée, c'est la gestion de notre respiration et de nos émotions. Le savais-tu? Quand nous respirons mal et qu'en plus nous sommes trop souvent trop stressés, on a tendance à sécréter une hormone qui génère du stress qui s'appelle le cortisol. 90% des gens ne le savent pas, mais le cortisol est une hormone hyperglycémiante, c'est-à-dire qu'elle va faire monter le taux de sucre dans le sang, ce qui enclenchera naturellement une grosse production d'insuline, la fameuse hormone de stockage qu'on a envie de réduire au cours de la journée. Tu sauras donc lire entre les lignes, cela signifie qu'en gérant mal tes émotions et en plus en respirant mal, tu peux grossir sans même mettre un seul morceau de sucre dans ta bouche. C'est pas une histoire de dingue ça franchement. Heureusement pour nous, il existe une manière simple et gratuite pour apprendre à mieux respirer, c'est de pratiquer la cohérence cardiaque. Il s'agit simplement de respirer pendant 5 secondes à la montée et d'expirer 5 secondes à l'expiration. Tu dois pouvoir trouver ça sur les applications gratuites qui proposent ce type de respiration. En faisant ça 5 minutes avant de prendre ton déjeuner, eh bien ton pic de cortisol sera réduit. Maintenant, pour la gestion de tes émotions, une technique simple et gratuite, c'est de t'accorder un peu de temps pour aller dans la nature. Pourquoi? Parce que les arbres contiennent des phytoncides. Ce sont des particules qui, une fois inhalées dans tes poumons, te permettra de te sentir beaucoup plus relâché. C'est pour ça que quand on va dans la nature, tout de suite on est décontracté et en plus ces phytoncides, ça permet également, cerise sur le gâteau, de booster ton système immunitaire. Après, il ne faut pas se le cacher. La gestion des émotions, c'est beaucoup plus complexe que ça et une simple balade en forêt ne suffit pas forcément pour guérir un problème aussi profond. Très souvent, le problème provient de l'enfance avec un problème non réglé quand on est adulte et ça mérite un travail de conscientisation et de libération émotionnelle pour pouvoir guérir la plaie. Et ceux qui ont décidé de mettre leur bien-être en priorité, je propose une masterclass à ce sujet qui s'appelle la gestion de tes émotions que tu pourras retrouver dans la description de ma vidéo sur le lien Levant Academy. L'erreur numéro 3, négliger l'ordre dans lequel tu consommes tes aliments. Si tu n'arrives pas à perdre du poids malgré le fait que tu comptes tes calories et que tu es bien en déficit calorique, alors écoute bien ce qui va suivre, ça va être incroyable. L'ordre dans lequel tu consommes tes aliments peut avoir un impact sur ta perte de masse grasse. Une biochimiste française, Jessie Inchauspé, l'a démontré dans ses nombreuses recherches. La production d'insuline, l'hormone de stockage des graisses, tu le sais, n'est pas sécrétée de la même façon, dépendamment de l'ordre dans lequel tu vas mettre en bouche les aliments pendant ton repas. Et l'étude a été réalisée à calories égales. Sur cet exemple de repas japonais, si on commence par boire de la soupe miso avant de consommer le riz, la production d'insuline sera beaucoup plus basse que si tu avais fait l'inverse. Et tout ça, comme tu peux le voir, à calories égales. C'est quand même dingue dans cette histoire. Alors, tu me diras pourquoi? Parce qu'en consommant des protéines et des fibres avant de consommer tes féculents, le riz, les pâtes, le pain, ton pancréas sécrétera moins d'insuline. Et comme la soupe miso, elle est riche en protéines et en fibres, c'est ce qui explique en fait ce phénomène. Ce qu'il faut retenir, c'est que consommer des légumes et des fruits en début de repas va être essentiel pour réussir à perdre du gras beaucoup plus facilement pour faire descendre le taux d'insuline dans ta journée et de me garantir du coup un résultat probant. Pour que ça te parle, je te montre un cas concret. Il s'agit de l'un de mes coachés qui a d'abord commencé ce repas avec une pomme ou une poire et regarde la photo, je pense que ça parle d'elle-même. Donc si tu veux toi aussi en bénéficier, il suffit simplement de changer d'ordre,
Commence du coup ton repas par ton dessert fruité. Une pomme, une poire ou un fruit de saison, en tout cas un fruit qui contient beaucoup de fibres. Maintenant, si tu veux encore aller plus loin dans la compréhension de la baisse d'insuline, j'ai expliqué également le principe du jeûne intermittent. Si tu veux pouvoir en pratiquer, je t'explique tout dans cette vidéo qui s'affiche dans cette vidéo et je te dis à toutes ici.